L'objectif de ma chaîne, c'est de te donner envie de sortir ton appareil photo, de photographier et de t'éclater. Et c'est justement ce que je te propose aujourd'hui grâce à mon tuto sur les bases de la photographie. On va aller à l'essentiel pour bien maîtriser son appareil, quitter le mode automatique et en obtenir le contrôle. Mais avant de commencer, pense juste à t'abonner à la chaîne. Moi je m'appelle Bertrand et je te propose un max de vidéos sur la photo. Et nous, on commence avec notre modèle du jour, ce petit salamèche qui va nous servir de modèle pour les notions qu'on va découvrir ensemble. Et je m'équipe ensuite bien sûr de mon appareil. On va d'abord se concentrer sur deux boutons. Bon, le premier, là je t'apprends rien, c'est le déclencheur, le bouton sur lequel j'ai envie que tu appuies un maximum. Et le deuxième, c'est cette molette de sélection des modes que tu retrouveras probablement sur ton appareil. Ici, il est peut-être réglé en mode automatique. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, je vais le régler également en mode automatique, on va commencer par là. Si je prends mon appareil en mode auto et que je commence à prendre la photo. Eh bien, ce qu'a fait ici mon appareil, c'est qu'il a décidé de tout à ma place au niveau des réglages que j'aurais pu moi-même configurer. Ici, si je regarde cette photo, on voit plusieurs paramètres qui sont importants. On voit 1/80, on voit f2.8, on voit ISO 640. Mais à quoi correspondent toutes ces valeurs? Eh bien, on va le découvrir ensemble en plaçant notre appareil photo en mode manuel. Le mode manuel, c'est le mode qui vous permet justement de décider de tout ça pour vous. Ici, je vais régler mon appareil avec les mêmes paramètres qui ont été réglés à la prise de vue. Ça veut donc dire que je remets sur 1/80, je remets sur f2.8 et sur ISO 640. Si je prends de nouveau la photo, eh bien, on peut voir que c'est une photo qui, au niveau de la luminosité, etc., est identique à celle qui a été calculée par l'appareil photo en mode automatique. Mais maintenant, intéressons-nous à ces trois paramètres et à leur impact sur la photo. Le premier paramètre que je vais faire varier ici, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. On peut appeler ça la vitesse, tout simplement. La vitesse à laquelle est prise votre photo. Quand votre photo est prise, simplement, votre capteur va rester exposé un certain nombre de secondes. Enfin, je dis un certain nombre, mais souvent c'est inférieur à 1 seconde. Et dans ce cas-là, c'est donné en fractions de seconde. Quand on parle de 1/80, on parle en vérité d'un 80e de seconde. Maintenant, faisons varier ça. Ici, je prends mon appareil photo à main levée et je passe par exemple à 1/40e de seconde. On voit que ma photo est plus lumineuse, mais qu'on a aussi un petit flou qui commence à apparaître dans ma photo. Un petit flou de mouvement. J'augmente encore 1/10 de seconde, donc une vitesse plus lente. Et je passe maintenant à 1 seconde. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit premièrement que au plus la photo a été prise lentement, parce que oui, 1/10 de seconde, c'est plus lent qu'un 80e de seconde, par exemple, eh bien, au plus on a eu de lumière qui arrivait sur notre photo. C'est normal, quelque part. Pourquoi? Parce que si je prends une photo plus lentement, eh bien, je laisse plus de temps à la lumière d'arriver sur le capteur. A l'inverse, si je viens prendre une vitesse plus rapide, prenons 1/500e de seconde. Cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que ma photo, du coup, elle est devenue plus sombre. C'est normal, encore une fois. En prenant la photo plus rapidement, on a moins le temps de laisser passer la lumière. Donc on voit que ce paramètre, il joue premièrement sur la lumière qui passe dans notre capteur. Le deuxième, c'est qu'au plus ma vitesse sera lente, au plus on va être sensible au flou de mouvement. On refait une démonstration ici. Je vais reprendre 1/100e de seconde. Et imaginons que je sois moi-même en mouvement quand je prends la photo, ou en tout cas voilà, que mon appareil tremble un peu. Ici, si je prends cette photo, 1/100e de seconde, on voit que la photo reste relativement nette. Maintenant, si je descends un peu, ici je suis sur 1/20e de seconde et je vais trembler tout pareil, on voit bien ici l'apparition de flou de mouvement sur mon image. Et ça se voit très très bien si je viens zoomer sur l'image comme ici par exemple. Bien sûr, au plus c'est lent, au plus ce phénomène va être marqué. Mais bien sûr, ça peut aussi être le cas si mon sujet est lui-même en mouvement. Au plus ma vitesse est rapide, au plus je viens figer le mouvement, mais on a moins de lumière. Passons à présent au deuxième paramètre, et ce deuxième paramètre, c'est l'ouverture du diaphragme. Ici, je repasse à 1/80e de seconde.
Par contre, j'utilise une deuxième molette qui est utilisée juste ici pour faire bouger cette ouverture. Et dans mon cas, ça va de f1.8 pour ce qu'on va appeler une grande ouverture à f22, etc. pour ce qu'on appelle une faible ouverture. Donc, grande ouverture, petit nombre, faible ouverture, grand nombre. Voilà, ça, il faut juste le savoir. On voit que quand je vais vers une grande ouverture, donc un petit nombre, j'ai plus de lumière qui arrive sur le capteur également. Si je vais sur une faible ouverture, un grand nombre, là c'est l'inverse, j'ai de moins en moins de lumière. Par contre, ça a un impact sur la photo. Je photographie à 1.8. On peut voir sur cette photo que le fond est relativement flou. Par contre, si je prends une plus faible ouverture, ici la photo va être plus sombre, mais l'arrière-plan, lui, va être plus net. Donc ça, c'est ce sur quoi va jouer l'ouverture. Bien sûr, la quantité de lumière reçue, au plus c'est ouvert grand, au plus il y a de la lumière qui passe. À l'inverse, au plus c'est petit, au moins il y a de lumière qui passe. Par contre, au plus c'est ouvert petit, au plus on aura une grande profondeur de champ. Mais ici, tu vas te dire, ok, mais moi, j'ai besoin que je puisse mettre la vitesse que je veux et que la luminosité de ma photo soit bonne pour autant. Parce qu'ici, à chaque fois, elle est devenue plus sombre ou plus claire. Et bien justement, c'est un équilibre entre les deux. Donc je remets les paramètres à ce qu'on avait calculé en mode automatique. Et ici, on va se dire, moi j'ai envie de photographier à f5.6 pour avoir un fond qu'on voit un peu plus. Ça n'a pas tellement d'intérêt ici, mais c'est pour l'exemple. Eh bien, si je fais ça, je dois jouer sur le deuxième paramètre pour trouver un équilibre. Je reçois moins de lumière avec mon ouverture et donc j'ai besoin de prendre la photo plus lentement pour compenser. Comme ceci. Là, je suis passé à 1/25e de seconde pour compenser mon ouverture qui était plus petite. On a quelque chose qu'on voit à la prise de vue et qui est cette barre d'exposition qu'on voit tout en bas. Si elle est réglée au milieu avec le curseur, c'est qu'elle est bien exposée. Si on surexpose, on parle de surexposition quand la photo est trop éclairée, on voit que cette barre, elle va vers la droite. A l'inverse, si ma photo est trop sombre, cette fois-ci, on voit que la barre va vers la gauche. Ça, c'est un excellent indicateur pour montrer si une photo est exposée correctement ou pas. Et donc tout ça, ça se joue entre ces deux paramètres. Enfin, ces deux paramètres et un troisième. Le troisième, c'est celui dont on n'a pas encore parlé et qui est la valeur ISO. La valeur ISO, c'est un boost de la lumière qui est reçu par le capteur. En gros, c'est comme un bouton gain sur une guitare électrique, par exemple. Ici, admettons que je souhaite photographier rapidement et avec cette ouverture de f5. On va vraiment être dans l'obscurité quand on le voit ici. Je peux jouer à présent les ISO, moi c'est avec cette molette-ci. Et on voit que je peux garder ces deux mêmes paramètres, juste la lumière est amplifiée par le capteur. Donc ça fonctionne, mais ça a un prix. Le prix, c'est d'avoir des taches qui vont apparaître dans l'image, des petits grains de couleur, comme ça, par-ci, par-là, qu'on appelle le bruit. En fait, c'est ça l'inconvénient des ISO. Au plus on va monter, au plus vous allez avoir du bruit qui va apparaître dans l'image. Attention cependant, les boîtiers récents gèrent relativement bien cette montée en ISO. On a donc au final trois paramètres à retenir. La vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et enfin les ISO. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition et si tu comprends comment ces trois valeurs fonctionnent, l'intérêt qu'elles ont et comment jouer avec, tu as déjà compris les bases de comment est prise une photo. On va maintenant aller plus loin avec les deux autres modes supplémentaires dont je souhaite te parler et qui sont au final les modes que j'utilise moi quasiment tout le temps. Ces modes que j'utilise presque tout le temps sont des modes qu'on appelle semi-automatiques. Ça veut dire que on va régler nous-mêmes le paramètre qui est important. Si je photographie de l'action par exemple, que j'ai besoin d'une vitesse rapide, je vais régler la vitesse et je vais laisser l'ouverture être calculée par l'appareil pour avoir la bonne luminosité. A l'inverse, si je photographie du portrait par exemple, que j'ai envie de gérer bien si l'arrière-plan est flou ou pas, je vais prendre le mode priorité ouverture et cette fois-ci, c'est l'appareil qui va calculer la vitesse. Et donc le premier mode que l'on pourrait utiliser ici, c'est le mode priorité à l'ouverture. Dans ce mode, je vais fixer moi-même l'ouverture et c'est l'appareil qui va lui-même se charger
de définir la vitesse. Sur les Canon, c'est le mode AV. Sur Sony et sur Nikon, c'est le mode A. Voilà, ça reste à peu près la même idée. Donc je passe dans ce mode AV, je repasse les ISO à 800 par exemple, et ici on voit que directement il me calcule la vitesse. Et on voit que si je bouge à mon ouverture, eh bien la vitesse est calculée automatiquement. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut mettre aussi les ISO en automatique. Ici par exemple, j'ai mis les ISO en auto. Et donc sur une ouverture que j'ai définie moi-même, l'appareil se charge de calculer autant les ISO que la vitesse. Mais pour autant, il ne faut pas oublier ces deux autres paramètres. Il faut quand même garder un œil dessus. Parce que par exemple, si ici je suis en mode priorité ouverture, eh bien je dois quand même faire attention à ce que ma vitesse soit suffisamment rapide que pour ne pas avoir de flou de bouger. Par exemple, si je photographie comme ça à main levée. Ici, de la même façon, si mon modèle bouge, je vais devoir photographier à une vitesse plus rapide. Et ça, eh bien, je dois quand même y faire attention, évidemment. Maintenant, le même mode existe du coup pour la vitesse. Ça veut dire que si je me place sur mon Canon dans le mode TV, eh bien ici, ce qu'on peut voir, c'est que je choisis moi-même la vitesse et que cette fois-ci, c'est l'ouverture et les ISO, vu que je suis resté en ISO auto, qui viennent s'adapter. Attention, il y a quand même une limite à ça. Et la limite, c'est quoi? Eh bien, c'est est-ce que, au final, l'autre paramètre ne va pas atteindre sa limite. Je prends ici comme exemple une vitesse de 30 secondes. Bon, alors là, une vitesse de 30 secondes, c'est clair que votre appareil, il ne bouge pas, il est placé sur un trépied, à terre, etc. Et il ne bouge pas, sinon la photo, elle est floue. Mais si je prends cette vitesse-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il se passe, c'est que l'ouverture ne peut pas descendre ici dans ce cas de cet objectif. L'ouverture dépend de l'objectif, on en parlera plus tard. Mais dans ce cas-ci, elle ne peut pas descendre en dessous de f22. Ça veut dire qu'il ne peut pas fermer assez avec la lumière ambiante qu'il y a ici, même au ISO minimum, pour compenser cette grande vitesse que j'ai choisie. La dernière chose à savoir pour ces modes-ci, c'est quelque chose qui est assez intéressant également, c'est que j'ai la possibilité de dire à mon appareil fais-moi la photo plus sombre ou au contraire, par rapport à ce que tu as calculé, fais-moi la photo plus claire. Et ça se fait avec un bouton qui dépend encore une fois de l'appareil. Chez moi, par exemple, c'est celui-ci, la roulette du milieu. Et ça, on le voit quand je me mets en mode de prise de vue. Quand je l'active, on voit la barre d'exposition qui bouge. Une façon de dire à l'appareil, fais-moi la photo plus sombre ou fais-moi la photo plus claire. Par défaut, bien sûr, on la met au milieu, là où l'appareil estime que la luminosité est bonne. Mais ça donne quand même le contrôle, justement, sur ce ratio que l'appareil calcule pour nous. Quand on a compris ces trois paramètres, quand on a compris le mode manuel qui permet d'influer sur les trois, le mode priorité-ouverture qui permet d'influer sur l'ouverture et qui laisse l'appareil calculer le reste, avec les ISO qu'on peut mettre soit en automatique, soit définir nous-mêmes, qu'on a compris le mode TV, donc le mode priorité-vitesse qui nous permet justement de fixer la vitesse et de laisser l'appareil calculer lui-même le reste, eh bien on a compris comment l'appareil photo fonctionne techniquement. Mais ce n'est pas tout, parce que au-delà de ces paramètres, on a une fonction qui est très importante en photo, et c'est la mise au point. La mise au point, c'est ce qui sera le plus net sur l'image. Tout ce qui sera avant ou après va commencer de plus en plus à devenir flou. On part sur une démo. Dans le réglage actuel de mon appareil, il va faire la mise au point sur le carré blanc qu'on voit au milieu, ici, dans la prise de vue. Je fais la mise au point sur le salamèche, sur ses yeux, on voit que c'est ça le plus net dans l'image. Maintenant, si je vais faire la mise au point, voilà, ici par exemple, eh bien on voit que le salamèche, lui, il n'est plus du tout net, le Pokémon, il n'est plus du tout net. C'est le fond qui est net. Eh bien ça, c'est la mise au point. Et cette mise au point, on peut bien sûr la contrôler. La première chose, c'est qu'il y aura peut-être sur l'objectif un bouton AF-MF. Mise au point automatique, mise au point manuelle. La mise au point manuelle va se faire simplement en tournant une bague sur l'objectif. Et là, on prend carrément le contrôle. Mais c'est pas le plus simple. Et on va réserver ça à des situations bien précises, comme la photo macro par exemple. La plupart du temps, on va laisser l'appareil faire la mise au point lui-même. On va juste lui indiquer à quel endroit et comment. Là, on le voit, c'est le point qui est au milieu, le point central, qu'on appelle un collimateur, qui va être le choix de l'autofocus. Et donc, on dit à l'appareil, OK, c'est là que tu dois faire le point.
et on peut venir bouger ce point-là, par exemple en appuyant sur l'écran, ou encore, dans mon cas, avec le petit joystick qu'on trouve ici sur l'appareil. Il existe cependant plusieurs façons de choisir le collimateur. Donc ça, c'est vraiment avec un point que je choisis. Mais si je viens dans les réglages, pour moi, c'est ici, j'ai la possibilité soit d'utiliser un point plus petit, un point plus grand, que je peux toujours venir déplacer comme je le souhaite, un point et des points autour, ou même une plus grande zone, ou même carrément laisser à l'appareil le choix de la mise au point. Mais là, on voit bien le problème. Par exemple, j'ai envie, je trouverais mieux que la mise au point soit faite sur les yeux du Pokémon. Ça rendrait mieux, ça rendrait un regard, et c'est par exemple ce qu'on fait souvent en portrait. Quoi qu'on peut aussi choisir de ne pas le faire justement pour donner de l'importance à quelque chose d'autre. Mais bref, je veux choisir mon point de netteté. Là, en le laissant comme ça sur l'appareil, c'est lui qui choisit, et comme on voit ici, c'est pas toujours l'idéal. Il y a aussi, sur beaucoup d'appareils, c'est le cas ici aussi, la possibilité de faire la mise au point sur les yeux automatiquement. Ça, c'est un paramètre activé dans les appareils photo les plus récents. Enfin, les plus récents, quasiment tous les hybrides l'ont, cette possibilité. Mais c'est une possibilité qui existe de laisser à l'appareil la possibilité de choisir les yeux. Là, par exemple, avec l'appareil qui me filme, c'est ce que j'ai activé. Ici, j'ai beau bouger dans toutes les directions que je veux, eh bien, l'appareil essaye de trouver mon œil et fait la mise au point dessus. Si je cache mes yeux et que je mets ma main comme ça, par exemple, là, il va faire la mise au point sur la main, je retire, je remontre mes yeux. Là, on voit que ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier paramètre sur lequel on a le contrôle. La deuxième, c'est le type de mise au point qui sera effectué. À savoir qu'il y a généralement deux types qui sont possibles. Soit on fait la mise au point au moment où on appuie à mi-pression sur le déclencheur, c'est ce qui est activé ici sur cet appareil, par exemple, mais on peut aussi demander à l'appareil photo de faire sa mise au point en continu. Comme ça, si je shoot par exemple comme ça en rafale, que j'essaye de suivre un sujet, eh bien la mise au point est calculée tout le temps. Comme ça, si le sujet bouge, ou si moi-même je bouge, eh bien au final la mise au point va être recalculée et ne pas être faussée. Car oui, si je viens comme ça faire la mise au point, on le voit bien, et que le sujet bouge, eh bien forcément c'est plus net. Par contre, si je viens changer la mise au point, donc moi j'ai mis un raccourci sur le bouton AF On par exemple pour changer ça rapidement, et là je passe en mode cerveau. Eh bien en mode cerveau, vous le voyez, ma mise au point, elle a été effectuée en continu, et à chaque fois que je prenais la photo, la mise au point, elle était relativement bien. C'est donc ce qu'il y a à comprendre au niveau de la mise au point. On peut la faire soit manuellement, soit en autofocus. La plupart du temps, ça sera fait en autofocus. Et à ce niveau-ci, eh bien, on va choisir le collimateur, le point sur lequel le focus va être fait, où on va laisser l'appareil le choisir. Et on va choisir aussi si le focus doit être fait en continu ou au moment où j'appuie sur le déclencheur comme ça. Si c'est le cas, ce que je peux faire aussi, et ça c'est très adapté à des sujets qui sont fixes, des bâtiments, etc., c'est que je peux maintenir à mi-pression mon déclencheur, donc pas appuyer à fond, faire la mise au point, et venir recadrer comme ça mon image en déplaçant mon appareil photo. Et enfin appuyer à fond pour déclencher. Et en comprenant tout ça, on comprend comment la mise au point est effectuée. Et maintenant, appuyons sur la touche menu et voyons les options qui peuvent vraiment faire la différence. Ici, dans qualité d'image, on peut choisir si on va photographier en RAW ou en JPEG. Alors l'important du JPEG, ça va être quoi? Ça va être que ce sont des images que tu pourras balancer directement sur Insta, bref, où tu veux. Tandis que du RAW, tu devras repasser sur un logiciel comme Lightroom par exemple pour pouvoir le manipuler. Par contre, l'avantage du RAW, c'est quoi? C'est que tu auras un grand contrôle sur ta photo, tu pourras récupérer des zones qui sont beaucoup trop exposées, etc. etc. La plupart des pros vont donc shooter en RAW. Le JPEG, malgré tout, peut être intéressant si tu veux donner les photos directement. Par exemple, tu shootes un événement et les photos doivent être dispo tout de suite. Ici, on peut choisir la qualité et la taille des images. On voit que le S, c'est du 6 mégapixels, du M, du 11 mégapixels dans mon cas, et du L, du 24 mégapixels.
On parle pas de la qualité. En termes de qualité, que ce soit du 24 ou du 11, on va être sur la même qualité. Par contre, du 11 mégapixels, tu pourras l'imprimer moins grand que du 24 et tu pourras moins cropper dedans à la retouche. Donc, à toi de voir. Moi, généralement, je shoot en RAW. Le réglage de sensibilité ISO que je trouve ici est super important également. C'est un réglage, par exemple, sur lequel je peux limiter les ISO automatiques. Et moi, par exemple, là, j'ai limité au maximum à 25600 ISO. C'est super bien, c'est déjà une très très grosse valeur pour le R6, mais il le gère assez bien. En fonction de ton appareil, tu pourras peut-être le limiter à 1600, si vraiment c'est un vieil appareil, à une valeur intermédiaire. Tu trouveras également un mode de mesure. Le mode de mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire la proportion de l'image que ton appareil va utiliser pour faire son calcul d'exposition. Donc ça va être hyper utile en mode AV, TV, etc. Le mode de mesure évaluative, par exemple, va faire le calcul sur toute la scène et c'est celui qui est adapté à toutes les situations. Par contre, si c'est vraiment un détail de ta photo qui doit être bien exposé, alors passe en mesure spot. La mesure spot va vraiment calculer là où tu fais ton point de focus. Et donc si tu as un petit détail que tu veux vraiment rendre bien exposé et que le reste, voilà, une grosse différence de luminosité, ça peut être super bien. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Bon, moi je le laisse en évaluative, mais comme ça tu sais. La balance des blancs, c'est ce qui va rendre ton image plus chaude ou plus froide, plus tirée vers le orange ou plus vers le bleu. Généralement, en automatique, ça fonctionne assez bien, mais il y a la possibilité d'indiquer le type de scène que tu photographies. Et même de venir personnaliser ça. Si tu photographies en RAW, sache que tu pourras toujours remodifier cette valeur-là dans Lightroom ou dans Darktable par exemple. Un des avantages de photographier en RAW, moi perso, je laisse toujours en automatique souvent, et je fais ça dans Lightroom. Ok, maintenant parlons un petit peu des objectifs, car beaucoup de choses vont dépendre de l'objectif et non du boîtier de votre appareil photo. La première chose à parler, ça va être la focale. La focale, c'est comment je me rapproche du sujet. Sur des objectifs zoom comme celui-ci, d'ailleurs, je peux la changer, je peux tourner, et vous voyez que, hop, le zoom se déplie et je vais pouvoir venir me rapprocher. Cette focale, elle est donnée en millimètres. Et pour avoir un indicateur de quoi correspond à quoi, vous pouvez prendre en compte que du 24 mm, ça va vous donner un grand angle. Et au plus on va zoomer, au plus on va se rapprocher, eh bien, au plus on va être sur des valeurs élevées. Et donc, on peut considérer que à partir de 85 mm, on commence à être sur du petit téléobjectif. Les téléobjectifs, là, on va être sur du 200 mm et on peut avoir des très 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 gros rapprochements, 400, 500, 600 mm par exemple, pour aller photographier la vie sauvage par exemple. Ce qui est important également avec cette valeur en millimètres, c'est que plusieurs choses vont dépendre de ça. Premièrement, on a parlé de la vitesse d'obturation. Eh bien, il y a un rapport entre la focale et la vitesse d'obturation. Et ce rapport, il est le suivant. À main levée, on va avoir une photo nette à partir de 1 sur focale. Ça veut dire que, par exemple, si je suis ici en grand angle à 24 mm, je prends des photos, tac, 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 à main levée, bon, sans non plus bouger comme ça dans tous les sens, mais voilà, normalement à main levée, eh bien, je peux considérer que ma photo va être nette, c'est une valeur, c'est une moyenne, à 1/24e de seconde. Si je viens zoomer et que je suis ici à 105 mm, alors là, encore une fois, j'aurai besoin, normalement, d'une valeur de 1 sur 105 secondes. J'aurai besoin d'une vitesse plus rapide au plus j'ai une focale élevée. Bon, petit détail là-dedans, des objectifs comme celui-ci ou des boîtiers comme celui que j'ai utilisé précédemment intègrent un mécanisme de stabilisation permettant de descendre plus bas au niveau de la vitesse. Il y a un rapport entre la vitesse et la focale, mais il y a aussi un rapport entre la focale et le flou. Au plus on va se rapprocher en fait du sujet sur lequel on a fait le point, eh bien au plus l'arrière-plan sera flou. Mais quelque part, zoomer, ça me fait me rapprocher de mon sujet. Et donc on peut dire qu'au plus on va zoomer quelque part, au plus on va avoir un détachement entre le sujet et l'arrière-plan. Il y a encore une chose à savoir, c'est que l'ouverture maximale qu'on pourra utiliser, enfin 8 f2.8 comme j'ai utilisé précédemment, va dépendre de l'objectif. Et donc si je reprends mon appareil que j'ai utilisé précédemment, l'ouverture maximale, elle était de f1.8. Ici, l'ouverture maximale, c'est indiqué sur l'objectif, elle est de f4.
7.1. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs d'ouverture ici. La première, c'est que mon objectif n'est pas du tout déployé et quand je zoome, quand je vais commencer à zoomer, eh bien progressivement, je vais perdre en ouverture maximale jusqu'à arriver à une ouverture maximale en fin de zoom ici à 7.1. J'ai quasiment la même chose que cet objectif-là, mais avec une ouverture juste de f4. Ça veut dire que je vais pouvoir zoomer, eh bien, je vais garder cette ouverture maximale de f4. Et ça, par contre, c'est une grosse incidence sur le prix de l'objectif. À savoir que si je prends l'objectif qui est monté sur cet appareil-là, avec lequel j'ai photographié en début de vidéo, on n'a pas, par contre, de zoom. C'est ce qu'on appelle une focale fixe, et là, on est, par exemple, sur du 50 mm. L'avantage, généralement, c'est que ces objectifs vont être moins chers que les objectifs zoom. Et si je prends, eh bien, cet objectif-ci, le 50 mm focale fixe, eh bien, on est à 200 € à peu près pour un objectif qui ouvre à 1.8. Donc, très grande ouverture, petit budget, génial. Il y a encore plein de choses à savoir sur les objectifs si on veut, mais là vraiment c'est l'essentiel à savoir. La focale, donc est-ce que je suis sur une focale fixe ou un zoom, à quoi correspond la focale, et l'ouverture que me permet chaque objectif. Avec celui-là, je ne peux pas photographier un 1.8. Là, au minimum, c'est du f4. Au pire, c'est du f7.1 en fin de zoom. Ici, je peux photographier un 1.8. Donc ça, c'était sur les objectifs. Après, on n'est pas dans un guide d'achat, donc je ne vais pas me perdre sur les montures, etc. Mais si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires et on pourrait en parler. Et maintenant qu'on a vu les réglages les plus importants de ton appareil, que tu commences à maîtriser ça, eh bien on va s'attaquer à bien plus important. La composition. La composition, c'est ce que tu vas choisir de mettre dans ton image, comment tu vas placer les éléments dans ton image, bref, ce que tu as envie de montrer, bref, ton œil de photographe. Et pour ça, bien sûr, on va pas rester ici, on va prendre l'appareil et on va aller photographier ensemble. C'est parti. Et on commence naturellement avec ma petite femme qui prend une petite pause sympa, un peu en mode photo de rue, voilà, sauf qu'ici elle joue un peu le jeu. Comme ça nous permet d'être bien à l'aise et d'expliquer vraiment la composition, ce qu'on va faire. Alors l'instinct de base, ça aurait été de prendre la photo comme ça, naturellement. Mais bon, on le voit, hein, c'est pas super fou. Alors nous, ce qu'on va faire, on peut appliquer plusieurs choses. La première, ça pourrait être de se mettre un peu à son niveau. Voilà, ça rend déjà la compo plus sympa. La deuxième, la règle principale dont je vais vous parler, qui est une base, hein, vous entendrez parler partout, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers, qui peut assez bien fonctionner ici. Ça veut dire de ne pas venir essayer de centrer systématiquement son sujet, mais de venir placer dans l'écran comme si on avait notre écran qui était, ou notre viseur qui était divisé en 3 lignes horizontales et 3 lignes verticales. Et on va placer notre sujet à cette intersection. Ici, ça nous donne naturellement une composition qui sera plus équilibrée. Et pourquoi ça? Parce qu'au final, notre œil, il est habitué à lire une image de gauche à droite, puis de redescendre sur le point de gauche, et puis ensuite à droite, un peu comme dans un livre. Donc c'est vraiment au final le sens naturel du regard, et les intersections entre ces lignes, eh bien ça s'appelle des points chauds. On peut ensuite continuer avec l'utilisation des lignes directrices. Ces lignes directrices, c'est des lignes qu'on va retrouver naturellement présentes un peu partout dans notre environnement. Ces lignes directrices, eh bien j'en ai tout plein, hein, ne fût-ce que par le trottoir. Je peux utiliser ces lignes directrices pour venir m'aider dans mon cadrage. Et là, on voit par exemple la ligne qui pointe directement vers mon sujet. Ici, nous avons le pont des trous juste derrière nous. Et là aussi, si de base on pourrait se dire tiens, je vais le mettre au centre et simplement photographier, on peut aussi y voir l'application par exemple de la règle des tiers. Par exemple, je peux placer ma ligne d'horizon sur un tiers, ce qui me permettrait de donner de la dynamique à une photo. Par rapport au côté centré, eh bien ici on voit qu'on a un parti pris. On donnera donc soit plus d'importance au fleuve ou plus d'importance au ciel. Ici le ciel il n'est pas très dramatique et donc j'aurais plutôt envie de mettre le fleuve en évidence. Et de la même façon, je peux aussi utiliser les lignes directrices. Ça veut dire qu'en me décalant ici sur la gauche, en utilisant par exemple la barrière pour guider le regard, et bien là je peux avoir une composition qui devient très sympa avec le pont placé sur un tiers et une ligne directrice, ici la barrière, qui envoie directement vers le pont. Une autre astuce de composition qui fonctionne relativement bien, c'est d'encadrer mon sujet. Et ici, par exemple, j'ai une barrière à travers laquelle je peux venir encadrer le pont des trous
pour apporter une seconde lecture, une dimension plus sympathique à ma photo. En fait, la technique que je viens de vous montrer ici, eh bien, elle a deux effets. La première, c'est d'ajouter un avant-plan à la photo. Et la deuxième, bien sûr, c'est de venir guider notre regard. C'est toujours ce qu'on va essayer de faire. Guider le regard, c'est quelque chose de très important. Aussi, pensez à regarder où tombe la lumière. Et là, si je regarde justement cette petite ruelle, eh bien, je vois que ça m'apparaît clairement. Cette lumière, elle forme vraiment une tache par rapport à tout le reste. Et ça me permet vraiment de mettre en valeur justement mon sujet et d'attirer l'attention tout naturellement vers le sujet. Parfois, vous pouvez simplement utiliser les réflexions, comme ici par exemple dans la vitre de ce restaurant, pour avoir un effet très sympa. Pensez plutôt à la symétrie plutôt qu'à la règle des tiers, ça rendra nettement mieux. Quand vous photographiez, cherchez aussi la répétition de motifs, la répétition de lignes. Ça donne toujours super intéressant. Les répétitions, comme cet escalier par exemple, ça donne vraiment un rythme à l'image. Et ici, on va pouvoir aussi le combiner avec les lignes directrices, évidemment. Ici, c'est super intéressant de voir comment on combine justement beaucoup de ces éléments. On combine les lignes directrices, on combine des répétitions, et même ici dans ce cas-ci, Angie, elle est vraiment encadrée dans l'image par toutes ces lignes et par la rampe supérieure de l'escalier. Ça rend une image très dynamique et très forte. Bien sûr, je vais aussi appliquer la règle des tiers dans ce cas-ci. Ce que je peux faire aussi également, par exemple, c'est déplacer le sac qui est ici, le déplacer un petit peu là, pour venir équilibrer mon image. Je lui ai demandé de passer de l'autre côté de ce même escalier. Comme ça ici, eh bien, elle se retrouve à l'ombre et du coup, on a une lumière qui est bien plus flatteuse au niveau de son visage. Et notamment au niveau des yeux. Aussi, n'hésitez pas à changer de point de vue. Ici, par exemple, plutôt que de me mettre à sa hauteur, je peux opter, par exemple, par venir ici sur la gauche, voilà, plus haut qu'elle. Et enfin, je peux opter pour l'inverse, c'est-à-dire prendre une position inférieure à mon sujet pour lui donner une position de force. Et voilà, je pense que dans cette vidéo, j'ai vraiment concentré tout ce que je pouvais te dire pour bien commencer la photo, pour bien prendre en main ton appareil, pour bien commencer à penser tes cadrages. Alors comme je l'ai souvent dit, on est loin d'être complet, hein. La photo c'est un art, la photo ça va te prendre des années à bien maîtriser, et après ces années, il y aura toujours des choses à apprendre. Moi j'en apprends toujours également aujourd'hui, et c'est ça qui est génial justement. Mais du moins, avec ce que je t'ai donné ici, eh bien franchement tu peux déjà aller loin. Et surtout, quelque part, avoir un socle solide pour continuer à progresser, pour continuer à avancer. Et à partir de maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, ce que tu dois faire, c'est très simple. Tu dois prendre ton appareil photo et aller photographier. Maintenant. Sans rire, c'est vraiment comme ça que tu vas progresser. C'est vraiment comme ça que tu vas commencer à mettre en pratique, à découvrir de nouvelles choses, à te poser des questions, à t'approprier les concepts qu'on a vus. Prends le temps, même si tu habites dans un village totalement paumé où il n'y a rien à voir, il y aura toujours à voir et surtout ça va te permettre d'avoir bien le temps, de bien jouer sur tes réglages, de bien chercher tes compositions, de commencer à travailler ton œil. Et ça, quand tu feras des beaux voyages par exemple ou quand tu seras en shooting, eh bien ça t'évitera de commencer à trop penser à quel mode je dois utiliser, à quels paramètres, etc. Tu pourras être bien plus dans l'action et profiter de tout ça. Enfin, juste avant ça, si tu as quand même quelques secondes à prendre pour t'abonner à la chaîne, pour partager la vidéo, pour me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, bref, tous ces petits gestes qui me permettent justement de faire connaître un petit peu ce que je te propose ici, de faire gagner la chaîne en visibilité parce que c'est super important, et bien surtout je compte sur toi pour le faire. Ça m'a pris énormément de temps de réaliser cette vidéo. Et si tu as justement ces quelques petites secondes à m'offrir, eh bien, je t'en remercierai du fond du cœur. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et porte-toi bien, à la prochaine.